Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je vous explique comment créer un paradis. Alors aujourd'hui, des gens vivent en différents endroits en France, on va dire. Les villes, la campagne. Et c'est pas pour ça c'est pas pour ça qu'ils vivent dans un paradis. Et quand les vacances arrivent, la seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est partir loin pour oublier les soucis et changer d'air et aller voir un lieu paradisiaque. Et souvent, c'est souvent des trompe-l'œil, parce que c'est des belles images, mais quand ils arrivent là-bas, effectivement, il y a des beaux paysages, mais il n'y a pas beaucoup de vie. À part les touristes, c'est finalement assez sec, assez peu d'animaux, assez peu d'insectes. Très peu de fruitiers, c'est juste des endroits paradisiaques à la belle saison. À la mauvaise saison, c'est des ouragans ou c'est des choses épouvantables. Et c'est pas des vrais paradis au sens du terme. Alors je vous explique c'est quoi un paradis. Un paradis, c'est un lieu où on se sent bien et où on oublie tous ses soucis. Voilà, en gros c'est ça. Et pour arriver à créer un paradis, moi je peux dire que j'ai pas terminé dans ce sens, mais j'ai bien évolué dans ce sens. Et c'est en achetant ce terrain, quand j'ai acheté ce terrain, j'avais l'intention de créer un biotope, un endroit paradisiaque. Et donc au départ, quels étaient mes ressentis quand j'ai acheté ce terrain? C'est que c'était un terrain abandonné, où il y avait un arbre qui avait l'air d'être mort en plein milieu, et du foin tout autour, pas de fleurs, c'était très austère, abandonné, vraiment un sentiment d'abandon. Alors le terrain a été entretenu une fois par an, il fauchait le foin pour éviter les enherbements, les ronces et des choses comme ça. Mais pas davantage. Donc il y avait 1800 mètres carrés, et donc moi, parce que c'était à une distance cycliste de là où j'habitais, 6 km, je trouvais que le lieu était idéal. Ça me permettait d'y aller en vélo, de revenir et de faire les travaux que j'avais à faire sur ce terrain pour le transformer en paradis. Donc qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien dans un lieu particulièrement? Alors la première étape, c'est de planter des arbres, mais pas n'importe quels arbres. Parce que si vous plantez que des chênes, ça va pas donner un bon résultat. Ce qu'il faut, c'est planter des arbres nourriciers. Parce que ça va vous nourrir vous, mais aussi tous les animaux, les insectes qui sont autour. Et en fait, on se sent bien dans un lieu quand il y a beaucoup de vie. Et c'est dans tout le sens du terme. C'est-à-dire, c'est autant les insectes, les grenouilles, les poules, les canards, les oiseaux, les hérissons, toutes sortes d'animaux qu'on trouve dans nos régions, ils vont venir chez vous parce qu'il y a de la nourriture. Et pour créer cette effervescence de vie, eh bien, il faut planter des arbres nourriciers et aussi avoir de l'eau. Parce que sans eau, pas de vie. La première raison pour laquelle des animaux vont venir chez vous, c'est l'eau. Et ensuite la nourriture. Donc ici, depuis que je me suis installé, j'avais mis en haut d'un arbre mort, j'ai installé une réserve de graines pour les oiseaux. Donc au début, quand j'ai mis ça pour la première fois, ça mettait un mois à se vider. Sachant que j'ai que 1800 mètres carrés, faut bien, par rapport à l'échelle du village, qui fait 600 habitants, c'est très peu, c'est petit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir planté 150 arbres, dont une centaine de fruitiers, au bout de 10 ans, je me suis rendu compte que quand je mettais du grain, alors cette année, je me suis rendu compte cette année particulièrement, quand je mettais du grain, eh bien, au bout de seulement une semaine, il n'y en avait plus. Donc en gros, on peut dire que entre le moment où j'ai acheté et maintenant, les oiseaux, les petits oiseaux, ont été multipliés par 4. Et ça change l'ambiance du terrain parce que vous avez un cuit permanent que vous ne trouvez pas ailleurs, que vous ne trouvez pas en forêt, que vous trouvez ici tout particulièrement, parce qu'il y a beaucoup de nourriture. Et donc, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, vous devez planter des arbres fruitiers, mais vous devez planter, pour chaque espèce, vous devez planter le pré très précoce,
pleine saison et tardif. Donc la gamme des prunes, la gamme des pommes, la gamme des poires, les cerises, après il y a les nèfles, il y a dans les... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'il y a les abricots, les pêches. Alors attention, abricot pêche n'aime pas trop les terrains argileux, hein, donc vous pouvez avoir des difficultés. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après il y a d'autres petits fruits, hein, et les agnus qui s'implantent vraiment partout, c'est les petits fruits. Et les agnus à fruits. Voilà. Et ensuite il y a tous les petits fruits, framboises, mûres, cassis, groseilles, qui sont très bien pour l'intersaison entre les fruits. Parfois vous avez des arbres fruitiers qui vous font de l'alternance, et bien vous êtes bien content d'avoir les petits fruits en compensation pour ne pas avoir de rupture de fruits. Alors aujourd'hui, en ce moment, cette année, à cause d'un été très précoce, je me retrouve avec un mois sans fruits. Il me manque des poiriers précoces, j'en ai qu'un seul et il n'a pas fait de fruits cette année. Donc en fait, en gros, si vous voulez être sûr d'avoir toujours des poires précoces, il faut planter 3 poiriers précoces. Comme ça, vous êtes sûr qu'il y en aura au moins un qui va vous donner tous les ans. Voilà, il faut multiplier le nombre de manière importante en pensant qu'il va y avoir de l'alternance. Quand vous avez fait tout ce travail, ce qui est un travail assez considérable, parce que si vous plantez une vingtaine d'arbres fruitiers par an, ça sera déjà bien, parce que pendant les 3 années à suivre, vous allez devoir les arroser les 3 premières années. Ensuite, ils vont être autonomes. Sachant qu'il faut planter du M106 au niveau des porte-greffes, vous plantez du M106 et je conseille fortement de planter du franc, mais il faut arriver à en trouver. Il faut arriver à savoir faire, il faut trouver le professionnel qui fait ça. Ça c'est la prochaine étape pour moi. J'ai compris qu'il fallait mettre que du franc pour résister aux sécheresses en fait. Voilà. Donc ça c'est la prochaine étape pour moi, c'est-à-dire tous les arbres en difficulté vont être remplacés par des francs. Greffé avec le fruit ou pas greffé d'ailleurs, ça dépend, pour avoir une vigueur d'arbre très supérieure. C'est-à-dire un fort enracinement qui permet de résister aux conditions climatiques difficiles. Quand vous avez fait tout ça, que vous avez mis des bassins, alors là vous voyez un petit bassin, un canard, alors celui-ci il sert à se baigner, voilà, je renouvelle un peu l'eau, 280 litres, l'eau qui déborde, elle nourrit le prunier, alors le prunier ça aime l'eau, hein. Donc là c'est un prunier d'Agen qui est ici, qui est plein à craquer. Il a mis 5 ans à commencer à faire des fruits. Mais au moins il a un bon enracinement. Donc le débordement d'eau, c'est tout bénéfice pour lui, ça permet d'avoir des gros fruits. Voilà. Donc c'est un cycle, vous voyez, rien n'est perdu. Hein. Voilà, c'est un exemple. Donc ça, c'est tardif, hein. Pruneau d'Agen, c'est dans les dernières prunes, il faut le savoir. Quand vous avez fait tout ça, vous constatez que le nombre d'insectes va augmenter, ce qui va vous permettre d'avoir des poules et des canards en les nourrissant un minimum, parce qu'en fait il y aura beaucoup d'insectes et de protéines à manger pour ces animaux, les canards coralliens qui sont des animaux très rigolos, et les poules qui vous donneront des œufs de manière stable, constante, contrairement au canard corallien qui lui a besoin de... S'il n'y a pas assez de protéines, il va arrêter de faire des œufs. Voilà, et pour avoir beaucoup de protéines pour les canards, il faut beaucoup d'escargots, donc autant dire que si vous avez un grand jardin, il faut même avoir presque un marécage pour les satisfaire. Voilà, donc en fait, il ne faut pas trop compter sur les canards coralliens pour avoir des œufs de manière régulière. Voilà, en gros c'est ça. Mais les poules, oui. Et quand vous avez réussi à faire tout ça, vous vous rendez compte que votre bien-être sur le terrain augmente considérablement. Au départ, alors il faut beaucoup de sensibilité pour l'expliquer. Les arbres apportent une baisse de la température, une fraîcheur dans l'air, une hydrométrie qui est agréable. Alors nous, il faut savoir qu'on se sent bien à 60% d'hydrométrie. En dessous, on ne se sent pas bien. Et au-dessus, on ne se sent pas bien. Donc il faut arriver à ramener de la fraîcheur, de l'humidité. Donc les bassins, là il y a un bassin de 280 litres, mais des bassins il y en a beaucoup plus. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 bassins en fait. Alors il y a le gros qui est là, qui fait 2200 mètres cubes, qui est pour la grosse baignade des canards.
Et d'autres bassins qui ne sont pas accessibles aux canards, qui permettent d'avoir de l'eau potable pour les oiseaux, parce que les canards, ça va vous salir l'eau, et c'est pas forcément très bon pour tous les oiseaux. Donc les oiseaux aiment bien avoir une eau un peu propre, donc c'est bien d'avoir un bassin inaccessible, avec suffisamment de hauteur pour qu'il y ait une eau propre, voilà. Et puis vous pouvez en même temps remplir rapidement vos arrosoirs et arroser ce que vous avez besoin d'arroser. Le deuxième point qui est important, c'est les fleurs. C'est les fleurs sur le jardin. Alors ça, les fleurs, ça peut être compliqué parce que faire des fleurs, ça peut coûter cher. De faire des fleurs, c'est pas forcément très vivace. Si, il faut, alors moi, je tombe pas, mais c'est les canards qui s'en chargent. Hein, donc le fait de tondre, ça permettra d'avoir des fleurs. Et si c'est les canards qui tondent, finalement, eh ben, il y aura des fleurs. Les pâquerettes, les boutons d'or, et choses comme ça. Mais c'est pas suffisant en termes de floraison, parce que ça va être trop périodique à une saison précise. Et la solution pour les fleurs, eh bien, c'est le romarin. Là, ici, il y a 2 variétés de romarin, 2 à 3 variétés de romarin, mais qui ont le même nom. C'est le romarin commun. Mais on voit que c'est des variétés un peu différentes parce que la fleur n'est pas tout à fait la même couleur. Donc j'en ai des bleus foncés, des bleus clairs, et puis il y en a une qui est presque blanche. Et ça, quand vous avez mis 120 mètres de haies de romarin, vous assurez de la floraison presque toute l'année. Et ça, et les fleurs diffusent une odeur qui génère vraiment un ressenti de bien-être. Parce que ça, je l'ai découvert, en fait, après avoir tondu. Je suis arrivé sur le terrain, je dis oh c'est chouette, on se sent bien. Et j'ai tout tondu et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus une fleur après avoir tout tondu. Et j'ai ressenti que le ressenti du bien-être avait changé tout d'un coup. Et il faut vraiment laisser faire le cycle de la nature et pas interférer sans arrêt. Pour avoir un soi-disant gazon propre, bien tondu. Ça, c'est pas de la propreté, c'est de la destruction de vie en fait. Voilà. Si vous voulez des allées pas trop chargées en herbage, eh ben, c'est soit les oies, soit les canards. Hein. Alors les oies, c'est des tondeuses à gazon par définition, mais ça mange beaucoup, donc ça va vous coûter. Et puis, alors que les canards, c'est plus modéré. Et on peut difficilement mélanger les canards et les oies. Pourquoi ? Parce que les oies vont manger toute la nourriture des canards quand vous voulez les nourrir. Donc voilà, il faut pouvoir arriver à les séparer pour pas qu'il y en ait un qui mange la nourriture de l'autre, quoi. Donc c'est un peu compliqué de faire cohabiter les oies et les canards par rapport à ce besoin en nourriture, parce que en fait les oies n'ont pas besoin de manger de gras par définition, mais elles en sont très effrayantes et très gourmandes. Donc voilà le souci. Donc il faut aussi bien penser à mettre des animaux compatibles entre eux qui ne se font pas concurrence, quoi. Et voilà, et là je vous donne en gros les secrets du bien-être dans un lieu. C'est vraiment l'abondance de nourriture, l'eau, et ensuite les animaux en dernier. Voilà. Les animaux arrivent vraiment en dernier quand vous installez votre système, parce qu'il faut que la nourriture soit déjà bien installée sur votre terrain. Et puis pour vous, après à la pause, vous cueillez une prune, vous cueillez un abricot, elle n'a pas rien à voir avec le goût de celles que vous trouvez en commerce qui n'ont aucun goût, quoi. Le simple fait de prendre des fruits et de les mettre au frigo, ça leur fait perdre en saveur. C'est un stress pour le fruit, il utilise son énergie pour lutter contre le froid, donc il perd en énergie, etc. Donc tous ces aspects participent au bien-être dans un lieu, quoi. Alors il faut penser à mettre des noisetiers, des noyers et des amandiers. Je ne l'ai pas cité. Les noisetiers, les canards, ils adorent, parce qu'ils peuvent manger les feuilles des branches basses, ils les mangent. Donc quand il y a un petit manque de nourriture sur votre terrain, c'est très riche en oligo-éléments et en nourriture pour le canard. Les canards vont dormir de préférence sous les noisetiers. C'est là où ils sont en ce moment. C'est leur endroit privilégié. Ils vont toujours choisir le lieu du terrain le plus frais. Alors si vos capacités sensorielles sont inférieures à celles du canard, et le spécialiste de l'eau c'est le canard, et s'il y a un endroit plus humide sur votre terrain, le canard va vous dire où il est exactement, parce que c'est là où il va aller dormir.
Et c'est pas toujours si facile que ça de trouver l'endroit le plus frais de son terrain quand on vient d'acheter un terrain. Ça, c'est pas forcément facile à voir et à lire sur les herbages qui poussent. Moi, j'aurais jamais imaginé que c'était le fond de mon terrain. J'ai ensuite compris pourquoi c'était l'endroit le plus humide. C'est qu'en fait, il y a 2 toitures qui déversent leurs eaux dans le sol et ça participe à améliorer l'humidité à cet endroit-là. Mais au début, je l'avais pas compris. Faut savoir qu'au bout là-bas du terrain, j'ai planté des chênes. Et ça a participé. Alors, c'était l'endroit le plus sec du terrain, mais alors sec, hein. Les chênes ont eu du mal à pousser. Je dirais que depuis que j'ai mis les chênes, l'hydrométrie est revenue à cet endroit du terrain. C'est pas encore la perfection, mais c'est mieux que ce que c'était avant. Et ça, c'est important de faire remonter l'hydrométrie dans votre sol. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai un terrain un peu difficile, moi, parce qu'en fait, quand vous achetez un terrain, faut pas vous tromper, vraiment pas. On peut pas faire un paradis partout. Soyons clairs, le choix du terrain est prépondérant. D'abord, vous devez être à l'abri du bruit et des nuisances de voisinage. Ça, c'est la première étape de base. Mais le choix du sol est fondamental. Il faut de l'eau. Il faut de l'eau et il faut de l'eau pas trop profond. Alors soit il y a déjà les installations et puis bon, il y a juste à pomper. Mais plus l'eau est proche du sol, mieux c'est. Là, je vous explique comment est mon terrain moi. Alors moi, c'est simple. Comment j'ai fait pour connaître la géologie de mon terrain? À 50 mètres d'ici, il y a un puits chez un voisin. Et j'ai discuté avec lui, j'ai regardé dans le puits et j'ai vu comment était constitué le sol sur 13 mètres de profondeur. Parce que ici, l'eau est à 13 mètres. En fait, c'est assez difficile d'accès pour les chênes, cette eau, parce qu'il y a 5 mètres de calcaire, je vous montre. Ici, c'est de la pierre comme ça qu'il y a. C'est de la pierre dure. Et cette pierre dure, elle est très difficile à pénétrer. Et elle fait une épaisseur de 5 mètres. Et ensuite, il y a de la pierre tendre, que l'on appelle le tuffeau, qui lui va être beaucoup plus facile à percer par les racines. En fait, le chêne, dans ses racines, libère des acides qui dissouent le calcaire, qui permettent de créer des fissures, et il infiltre ses racines comme ça, et il n'a qu'une obsession, le chêne, c'est des racines pivots, et il cherche toujours à aller, il veut aller à la nappe phréatique. Le chêne veut aller à la nappe. Donc forcément, là, il a un 5 mètres difficile à franchir, ce qui fait que sa croissance a été lente. Mais il y arrivera, il mettra le temps qu'il faut, mais il y arrivera. 13 mètres, c'est pas énorme, il y a des chênes qui vont jusqu'à 100 mètres de profondeur pour aller chercher l'eau, faut le savoir. Les spéologues voient des racines de chêne dans les grottes, etc. Donc ils savent à quel point la racine de chêne peut être perforante. C'est la même chose pour les noyers. C'est une racine pivot qui va aller chercher l'eau, comme ça, qui va percer le calcaire pour aller chercher la nappe. Donc plus votre nappe va être proche du sol, plus ça sera facile. Alors il ne faut pas qu'elle soit trop proche du sol parce que sinon vous n'allez pas être drainant et donc vous allez avoir une asphyxie racinaire et des maladies. Mais il faut savoir que dans la réglementation des puits, si vous avez des puits de moins de 10 mètres, vous êtes moins sujet à la demande de travaux, quoi. C'est juste une demande de travaux, c'est pas une demande d'autorisation de permis de construire. Il y a moins de contraintes pour les puits qui font moins de 10 mètres, quoi. Au-delà de 10 mètres, ça va commencer à vous coûter cher. Et puis il faut savoir qu'une foreuse, c'est 1000 € du mètre percé, quoi. Donc à 1000 € du mètre, vous voyez l'argent. Si vous devez percer 20 mètres, 30 mètres, 35 mètres, ça fait 35 000 €, le puits. Ça fait mal. Donc pensez à ça. Donc en fait, en cherchant les puits des voisins, vous pouvez connaître le niveau d'eau des nappes. Et vous pouvez savoir quelle disponibilité d'eau vous pouvez avoir. Quel est le débit du puits, voilà, etc. Et idéalement, il faut être proche des rivières. Alors, une zone non inondable. Dans la partie, disons que si la rivière est là, l'idéal c'est d'être un peu relevé, comme ça, être 5 mètres au-dessus du niveau de la rivière. C'est là où on trouve les meilleures terres pour le potager. C'est là où vos fruitiers vont se plaire aussi. Parce que moi je le vois, les fruitiers que j'ai plantés au ras du potager, où j'ai beaucoup travaillé la terre et amélioré la terre, là les sions ils sont magnifiques, quoi. Ils poussent 2 fois plus vite qu'ailleurs sur le terrain. La qualité de la terre c'est fondamental pour réussir. Vous voyez des chaînes sur YouTube où vous avez des
des jardiniers à succès, mais ils ne vous disent pas que le choix de leur terrain est la raison de leur succès. Et ça, ils ne vous le disent pas. Et c'est un piège parce que chacun croit que n'importe où, il peut faire un potager, réussir à être autonome en alimentation, et que tout se passe bien, etc. La croissance des arbres peut être multipliée par 3 si vous avez la bonne terre. Et à l'inverse, votre croissance peut être très lente si vous n'avez pas la bonne terre. Et pas la bonne humidité si l'eau est loin. Et franchement, le manque d'eau, c'est la pire chose qui peut vous arriver, parce que en plus, vous avez là le préfet qui a fait un arrêt d'interdiction d'arroser, d'où l'importance de mettre des fruitiers francs, qui eux n'auront jamais besoin d'eau, même quand vous venez de les planter. Parce que j'ai un exemple, là, des francs, j'en ai plusieurs sur mon terrain. C'est pas moi qui les ai plantés, c'est les oiseaux. J'ai 2 pruniers et un pommier. Ils sont tous les 3 comestibles, très satisfaisants, je m'en plains pas. Il y en a un, c'était juste un rejet de greffe, donc du coup c'est pas un franc, c'est un M106, mais ils l'ont greffé finalement, il a fait son rejet de greffe, et puis il est très très productif, tous les ans, stable. C'est le gros avantage des francs, c'est qu'ils sont beaucoup plus productifs, beaucoup plus réguliers, ils vont pas vous trahir d'une année à l'autre. Peut-être il y aura des années avec moins de fruits ou plus de fruits, mais il ne va pas vous trahir en vous laissant 2 ans sans fruits, comme l'a fait un de mes abricotiers, mon abricotier précoce de Saumur, qui est délicieux, qui est très beau pourtant, et il m'a fait 3 abricots l'année dernière et 0 cette année. Donc forcément, je suis pas content. Parce que derrière, c'est du travail, c'est des efforts, il faut planter, il faut arroser les 3 premières années, éventuellement tailler quelques branches qui gênent. Donc voilà, les fruitiers francs, on ne vous les présente pas à vendre à l'étalage. Il faut vraiment les réclamer, aller les chercher et imposer votre volonté. Et ensuite, il va falloir réussir à trouver toutes les variétés en francs qui couvrent chaque semaine de l'année. Sauf hors saison d'hiver, bien sûr. Sachant que l'hiver, c'est 15... on peut dire qu'on n'a plus de fruits après le 15 novembre. Jusqu'à début mai, voilà. C'est ça à peu près. À cause des cycles de gel, c'est la saison où on n'a pas de fruits, quoi. Ou si on veut avoir l'autonomie alimentaire, va falloir avoir une serre, un potager performant, et puis être vous aussi bien formé, etc. Si vous n'avez pas de fruits, parfois, vous pouvez aussi faire une analyse des sols pour voir si vous n'avez pas un déséquilibre. Un déséquilibre en potassium, dans les minéraux en général. Ça peut être une cause de blocage de la fructification. Donc quand on met de la cendre au pied des arbres, ça favorise la fructification, mais moi la cendre, faut que j'y aille mollo parce que j'ai une terre très alcaline, et quand on met de la cendre, ça fait remonter le pH encore plus. Donc il est déjà trop élevé, donc sachant que le pH, il faut qu'il soit idéalement 6,5, 7. Moi je suis à 8. Donc c'est bien pour les truffes, mais pour le reste, ça ralentit l'activité biologique, voilà, faut dire ce qui est. Un truc que je peux vous dire pour les potagers, de ce que j'ai mesuré qui était le plus efficace en termes de fertilisation du sol, c'est sans aucun doute l'urine diluée à 5-10%. Gardez toutes vos urines et diluez-les et vous arrosez. Alors si vous arrosez souvent, vous diluez à 5%. Et si vous arrosez moins souvent, vous diluez à 10% par exemple. Ça c'est l'azote, ça amène l'azote. On a souvent un manque d'azote. C'est plus facile d'avoir de la matière organique, des déchets de bois, etc., de la paille, ça c'est plutôt de la matière organique. C'est plus facile d'avoir de la grande quantité en matière organique que d'avoir de l'azote. Donc en fait, vos urines à vous suffiront pour vous-même, pour votre potager. En quantité. C'est vraiment extrêmement efficace. Et le deuxième point qui est très très efficace, si vous voulez préparer le sol avant de faire un potager, eh bien toutes vos mauvaises herbes coupées quand elles sont vertes, arrachées quand elles sont vertes, vous les stockez à l'endroit où vous allez vouloir faire le potager. Vous stockez ça sur 1 mètre de haut. Bon, 1 mètre, moi j'en avais pas mis 1 mètre, j'en avais mis 60 cm. Et vous laissez ça être consommé par les insectes
Alors si vous faites ça, protégez la zone des canards et des poules parce qu'ils vont fouiller et mettre du désordre. Et ils vont manger les insectes qui justement mangent et décomposent la matière. Donc ces zones-là, vous devez les protéger avec des filets. Et laisser tout ça se composter tout seul. Et c'est la matière verte qui va vraiment donner une terre très très riche, parce que là je l'ai vu cette année de manière très nette. Au fond du potager, qui est la zone la plus sèche, là où j'ai stocké ces déchets verts, c'est là où j'ai mis mes tomates, et c'est là où elles sont les plus belles. Mais alors vraiment, largement. À l'opposé, j'ai l'endroit le plus humide, parce que c'est l'endroit où le bassin déborde. C'est pas spécialement meilleur, c'est pas terrible, c'est moyen. Et je m'aperçois qu'il y a un manque d'azote. Et quand j'ai vu la différence de croissance, j'ai compris qu'il y avait un manque d'azote. Parce que là où forcément c'était naturellement azoté par les déchets verts, et ben ailleurs ça ne l'était pas. J'avais mis beaucoup de matière organique cet hiver, c'est-à-dire j'avais mis un lit de feuilles de 20 cm. J'ai essayé d'améliorer mon sol, mais ça manquait de déchets verts. Et là j'ai vu que en fait j'ai créé une rupture j'ai fait une fin d'azote, on appelle ça. Donc avec l'urine, vous arrosez à l'urine et puis ça redémarre immédiatement quasiment. Hein. Dans la semaine qui suit, vous allez voir les feuilles qui étaient un peu jaunes sur les tomates redevenir bien vertes, ce qui est un signe que l'azote est devenu actif et les plantes se nourrissent correctement et vous allez pouvoir en voir enfin des fruits. Donc voilà ce que je peux vous dire. C'est le truc. Alors les déchets verts, finalement c'est pas si facile que ça à avoir. Faut faucher à la saison où c'est bien vert et ramener des grandes masses. Et donc vous n'êtes pas autosuffisant, forcément sur votre terrain vous n'êtes pas autosuffisant, à moins d'avoir un hectare pour pailler un petit demi-mètre carré, mais moi j'ai pas un hectare, donc voilà, en gros c'est ça la difficulté. Alors, le romarin quand vous le taillez c'est intéressant parce que tout ce qui est taille ça donne très bon résultat, la taille des conifères, parce que quand vous taillez du conifère, vous avez du verre et du bois. Et c'est finalement un équilibre qui est pas mal. Donc tout le fin là, vous le mettez au sol, ça dans le potager, ça marche pas mal. Le romarin aussi, vous pouvez le mettre. Et puis vous verrez en fonction de la croissance des plantes si vous avez ou non assez d'azote, ça se voit à l'œil nu. Hein. Vous faites des comparatifs, des essais, et ça vous donne une idée, il n'y a pas besoin de faire d'analyse de sol pour ça. Voilà ce que je peux vous dire. Et mettez des plantes aromatiques. Alors le romarin c'est une plante aromatique, hein. Ça va apporter beaucoup de... C'est tout le bonheur du lieu par les plantes, les odeurs. Alors vous mettez de la menthe, vous mettez des plantes très odorantes qui vont attirer les insectes, les abeilles, les choses comme ça. C'est un point important et c'est ce qui fait que vous maximisez le bien-être dans le lieu. Voilà tout ce que je peux vous dire pour créer un paradis. Et le paradis, faut pas aller le chercher au bout de la planète parce que chaque fois que vous voyagez, en fait, vous détruisez la qualité de l'air, vous détruisez le monde que vous voulez voir avec émerveillement. Et si vous voulez un paradis, c'est quand même mieux de l'avoir 100% de l'année chez soi qu'une semaine en vacances, une fois par an. Voilà, il y a une logique. Et financièrement, qu'est-ce que ça coûte ? Ça coûte le prix du terrain que vous aurez choisi. Donc évidemment, les prix varient énormément en France. Hein. Ça va de 4 € du mètre carré, même 1 € du mètre carré si c'est de l'agricole, voire 50 centimes, jusqu'à 200 € du mètre carré, selon les zones, 250 € même du mètre carré, dans les zones très habitées dans le sud de la France. Donc, le choix du lieu, vous voyez que c'est important. Donc de préférence proche des rivières, l'eau assez proche de la surface, hein, je dirais entre 5 et 10 mètres c'est bien. Voilà, et puis tout ça, quand vous avez tout fait bien ses choix. Alors là oui, l'épaisseur de terre c'est un point important, parce que si vous avez tous les critères mais vous n'avez pas la bonne épaisseur de terre, ça ne marchera pas. Moi j'ai 60 cm ici, c'est la limite minimum. 60 cm de terre avant d'atteindre la roche. Alors par endroit j'ai 90, à d'autres j'ai 40. Là où j'ai 40 ça se passe mal. Donc je rajoute, j'ai rajouté 20 cm et puis depuis ça redémarre un peu mieux. Il faut, donc normalement vous avez à peu près ça de terre noire, ça de terre argileuse. Alors l'argile c'est vachement bien parce que ça retient l'eau l'été.
Il faut qu'elle soit néanmoins un peu drainante, hein, une argile pas trop étanche. Et puis ensuite, on a